La police scientifique naît au début du XXe siècle. Elle s'est profondément transformée au cours de ces 20 dernières années. Les témoignages et les aveux ne permettent plus d'emporter la conviction du magistrat ou des jurés qui se remettent de plus en plus à une expertise de la police technique et scientifique. Les progrès sont considérables et ce qui pouvait ressembler à de la fiction est devenu réalité. Aujourd'hui, les experts peuvent révéler des traces de sang effacées, identifier un criminel avec une trace d'oreille, dater un mort avec des insectes nécrophages ou encore identifier un criminel avec une fibre capillaire plus de 20 ans après les faits. La dénomination police technique et scientifique concerne l'usage de la criminalistique visant à administrer la preuve matérielle dans le procès pénal. Celle-ci est différente de la criminologie qui étudie le phénomène criminel. Les spécialistes de la police scientifique travaillent à charge et à décharge. Leurs prélèvements et analyses peuvent accabler un auteur ou au contraire disculper un suspect. Les connaissances techniques et fondamentales n'ont cessé de s'accroître aussi bien en biologie qu'en physique-chimie. La police scientifique se doit de s'adapter et de progresser au même rythme. Comme nous l'avons dit précédemment, la police scientifique n'apparaît qu'au XXe siècle. Au XIXe siècle, l'enquête criminelle est menée par des détectives. Ils s'appuient principalement sur la déduction, malgré le grand nombre de découvertes scientifiques à cette période. En effet, en ce qui concerne le sang, le médecin polonais Ludwig Teichmann met au point, en 1853, une méthode de détection microscopique de l'hémoglobine fondée sur sa transformation en cristaux d'émine. En ce qui concerne la balistique, Alexandre Lacassagne découvre, en 1889, que grâce au stri de la balle, celle-ci peut être associée à l'arme correspondante. Pour la première fois dans la police scientifique, la balistique aida à résoudre une scène de crime en 1898, après avoir tiré une balle avec l'arme d'un suspect. En ce qui concerne les empreintes digitales, la révolution dactyloscopique commence à la fin du XIXe siècle. Le médecin écossais Henry Foltz étudie à cette époque les empreintes digitales. C'est à lui qu'est attribuée l'idée d'utiliser les empreintes digitales pour arrêter les criminels. Cependant, d'autres chercheurs du XVIIe siècle, comme Marcello Malpighi et Nehemia Groulx, étudiaient déjà les papilles dermiques et les dessins formés par les crêtes dermiques. La classification fondamentale en 9 formes de Johannes Evangelis Parking est très proche du système utilisé de nos jours. En 1892, Galton définit les points caractéristiques des empreintes en utilisant le terme de minutie. La même année, d'autres chercheurs ont mis au point une méthode d'identification similaire basée sur l'identification des 3 formes fondamentales, les arcs, les boucles et les tourbillons. À la fin du XIXe siècle, des chimistes allemands découvrent progressivement l'ADN, en commençant par sa composition. L'hérédité reste, à cette époque, un phénomène très mystérieux. Voyons comment ces avancées scientifiques ont influencé la littérature du XIXe siècle. Avant-bras et coudes tachés d'un sang qui est plus ancien que ses blessures. Il n'est pas humain. Il n'est pas bouché, réfléchissons. Flamme jaune, irisée de vert. Un ouvrier de l'industrie. Charbon. Limon de la Tamise. Et les scories sur son pantalon le situent clairement à... Nine Elms. Que disiez-vous? Cet endroit que vous cherchez, c'est Nine Elms. Je me demandais. D'après cet extrait, nous pouvons dire que les avancées scientifiques du XIXe siècle n'ont pas influencé la littérature de cette époque. En effet, on remarque dans ce passage que les questions concernant le cadavre ne sont pas résolues à l'aide d'analyses scientifiques, mais plutôt à partir d'un raisonnement logique et d'un esprit de déduction. Pendant le XXe siècle, les méthodes scientifiques ont beaucoup évolué. Les recherches dans le domaine du sang s'approfondissent. En 1904, Oscar et Rudolf Adler améliorent les tests faits au cours du XIXe siècle en utilisant de la benzidine, une nouvelle substance synthétisée par Merckx. Tous ces tests sont fondés sur les propriétés de l'hémoglobine, mais une confirmation fondée sur des méthodes plus scientifiques est nécessaire en raison de leur manque de spécificité. L'identification de l'origine humaine d'une tache de sang est déterminée par des méthodes immunologiques. L'utilisation de sérums spécifiques, capables d'agglutiner les éléments du sang humain, permet de le distinguer du sang des autres animaux.
En ce qui concerne la balistique, en 1929, un grand expert nommé Calvin Goddard identifia les armes employées par les tueurs d'Al Capone qui a conduit à l'arrestation d'un d'entre eux. En 1959, des experts développèrent un test par coloration pour pouvoir identifier les résidus des coups de feu qui permettent de dire si un suspect a utilisé une arme ou non en utilisant un révélateur chimique. Pour relever les indices, il y a plusieurs techniques, comme la photographie, les mesures et plans de la scène de crime et le polylight. Pour prélever une douille, on utilise la prise de l'échantillon. Le technicien en scène de crime récupère donc les indices avec précaution. En ce qui concerne l'ADN, en 1928, Leven et Jacob identifient le désoxyribose. On parle alors d'acide désoxyribonucléique. En 1944, les travaux de MacLeod, McCarthy et Avary définissent l'ADN comme base de l'hérédité. En 1950, Chargaff découvre la complémentarité dans les bases adaptées de l'ADN. L'adénine avec la thymine, la cytosine avec la guanine. En 1953, Waston et Crick découvrent la structure en double hélice de l'ADN. Depuis ses débuts il y a plus de 20 ans, la police scientifique a beaucoup progressé dans le traitement de cette trace biologique, mais aussi dans les méthodes d'analyse, dans l'utilisation de l'ADN mitochondrial et enfin dans l'exploitation et la meilleure interprétation des résultats. En 1984, Karim Ulysse invente la technique PCR, Polymerase Chain Reaction. Cette technique d'amplification, appliquée principalement en génétique judiciaire, ouvre la voie à l'analyse de micro-échantillons pouvant aller jusqu'à une seule cellule. Entre 1985 et 1995, ce sont des séquences d'ADN répétitives baptisées VNTR, Variable Number of Tandem Repeat, qui sont largement utilisées pour établir un profil criminel. Voyons à travers l'adaptation cinématographique d'une enquête d'Hercule Poirot comment l'évolution des techniques scientifiques peut influencer la littérature du XXe siècle. Mesdames et messieurs, vous êtes tous conscients du fait qu'il y a eu meurtre odieux d'un odieux criminel qui a peut-être mérité son sort. Mais je vais vous expliquer comment les choses se sont passées et pourquoi. Il existe des preuves pour étayer la version que l'assassin est quelqu'un qu'aucun de nous ne connaît. Madame Hubbard aperçut très nettement la présence d'un homme qui s'était caché dans son compartiment à 1h15 du matin, et elle a peu après trouvé près de son lit un bouton provenant de la tunique d'un conducteur des wagons-lits. Mademoiselle Schmidt, elle, a trouvé dans sa valise un uniforme de conducteur bien trop grand pour qu'on puisse croire qu'il appartienne à Pierre. Comme preuve supplémentaire, il manquait un bouton à la veste. Et de la poche du pantalon, j'ai retiré un passe-partout identique à celui qu'utilisent habituellement les conducteurs. Tout à l'heure, Madame Hubbard découvrit ce poignard taché de sang humain que le docteur Constantin affirme avoir pu être l'arme du crime. La conclusion qui s'impose est donc que ce meurtrier, déguisé en conducteur de wagon-lit, est monté dans le train à Belgrade. Il est ensuite très facilement entré à l'aide de son passe-partout dans le compartiment. Il a poignardé Ratchet, puis a caché le poignard et cet uniforme. Il a pu ensuite quitter le train qui se trouve bloqué par une avalanche. Dans cet extrait, l'allusion au poignard taché de sang humain et non d'origine animale nous amène à la conclusion que les progrès scientifiques du XXe siècle influencent la littérature de cette époque. Cependant, ici, le profil criminel n'est pas déterminé à l'aide des VNTR, mais à l'aide d'un raisonnement entièrement basé sur la logique des choses. Cette contradiction résulte de la très légère mais présente influence des avancées techniques et scientifiques sur la littérature à cette époque. Au fil du XXIe siècle, les techniques de la police scientifique se perfectionnent. Les analyses sanguines et génétiques sont de plus en plus rapides. De plus, les préventions sur les scènes de crime et dans les laboratoires sont instaurées. En effet, le port des gants et des masques sont obligatoires lors de l'arrivée sur la scène de crime et lors des autopsies. Le port des gants prévient la déposition d'empreintes du personnel scientifique sur la scène de crime et permet d'éviter les contaminations en laboratoire. Le port des masques empêche le transfert des bactéries. Le périmètre de la scène de crime au XXIe siècle est entouré d'une rubalise qui permet de délimiter précisément le périmètre de la scène. Voyons à travers l'adaptation cinématographique d'un roman policier de Fred Vargas comment les préventions instaurées dans la police scientifique au XXIe siècle influencent la littérature de notre époque.
Et sur le premier, Blanchet? La même chose. Trace d'injection aussi. On a dû lui raser le crâne pour la trouver. On leur a inoculé quelque chose. Mais quoi? J'ai lancé une analyse toxicologique en plus de la recherche de bactéries. Résultat? Pour la toxico, résultat demain. Mais j'ai demandé une double analyse. Alors laissez-moi 24 heures. Nous avons pu voir à travers cet extrait que les préventions scientifiques instaurées au XXIe siècle ont bien influencé la littérature, puisqu'on remarque dans cette scène le port de blouses, de masques, de gants et d'outils stérilisés à l'intérieur du laboratoire. De plus, le perfectionnement des techniques scientifiques est retranscrit à travers la littérature. En effet, on parle à la fin de l'extrait d'un délai de résultats très court concernant des analyses assez poussées. On peut donc en conclure que l'influence des avancées scientifiques sur la littérature augmente au fur et à mesure que ces avancées augmentent. Il est donc fort probable que les avancées scientifiques ne cessent jamais d'influencer la littérature.